Venez à mon bureau immédiatement, et ne le dites à personne. C'est ce que Monsieur Renaud, le chef de mon mari, m'a dit au téléphone. 3 jours après l'enterrement de Dimitri. J'ai demandé pourquoi. Il a répondu d'une voix grave, presque étouffée. C'est dangereux, Madame Descamps. Dangereux. Ce mot-là m'a traversé comme une lame de glace. Mon mari venait de mourir d'un infarctus foudroyant, à 72 ans, seul dans son bureau un soir de novembre. On m'avait appelé à 23 heures. Quand je suis arrivée à l'hôpital, il était déjà trop tard. Et maintenant, son patron me parlait de danger. Je m'appelle Ilona Descamps. J'ai 70 ans. J'ai été professeure de littérature pendant 40 ans. J'ai passé ma vie à enseigner Balzac, Flaubert, Maupassant, des histoires de passion cachée, de mensonges élégants, de vie brisée par un secret. Mais jamais je n'aurais imaginé que ma propre existence deviendrait l'une de ces histoires. Voici ce que j'ai gardé pour moi bien trop longtemps. Dimitri et moi, nous nous étions mariés en 1980. 45 ans ensemble. Une vie entière. Il était directeur commercial dans une entreprise d'importation de vins et spiritueux. Moi, j'enseignais au lycée Fénelon, dans le 6e arrondissement. Nous vivions dans un appartement bourgeois près du Luxembourg, 3 pièces avec vue sur les toits de Paris, des moulures au plafond, une bibliothèque qui sentait le bois ciré. Nous avions une fille, Frances, 42 ans aujourd'hui, architecte à Lyon, mariée, heureuse. Notre vie ressemblait à une aquarelle bien composée, douce, prévisible, peut-être un peu fade avec le recul. Dimitri partait tôt le matin. Il rentrait tard, souvent après 21 heures. Les clients, tu sais, Ilona, il faut les recevoir, les convaincre. C'est le métier. Je hochais la tête. Je préparais le dîner. Je lisais mes copies. Je l'attendais. Il y avait une vieille montre de poche en or sur sa table de nuit. Une montre qui avait appartenu à son grand-père maternel. Dimitri me l'avait montrée le jour de notre mariage. Cette montre a traversé 2 guerres, Ilona. Elle marque le temps, mais aussi la fidélité. Mon grand-père l'a gardée toute sa vie. Maintenant, c'est à moi de la protéger. Je me souviens avoir pensé que c'était beau, cette idée de fidélité transmise. La montre était toujours là, sur sa table de nuit, chaque soir, comme une promesse silencieuse. L'infarctus est arrivé sans prévenir. Un mardi soir, Dimitri était resté au bureau pour finir des dossiers. À 23h10, mon téléphone a sonné. Madame Descamps, ici l'hôpital Saint-Louis. Votre mari a été admis en urgence cardiaque. Vous devez venir immédiatement. Je me souviens du trajet en taxi. La pluie sur les vitres, les rues désertes, mon cœur qui battait trop fort. Quand je suis arrivée, une infirmière m'a prise par le bras. Je suis désolée, madame. Nous avons tout essayé. Dimitri était mort. 72 ans, 45 ans de mariage. Une vie entière effacée en quelques secondes. Les jours suivants ont été un brouillard. L'enterrement, les condoléances, Franz qui pleurait dans mes bras, les collègues de Dimitri qui défilaient, tous avec le même regard gêné. Monsieur Renaud, son patron, était venu aussi. Un homme d'une 60aine d'années, élégant, discret. Il m'avait serré la main sans un mot, puis il était reparti. 3 jours après l'enterrement, il m'a appelé. « Madame Descamps ? C'est Renaud. Pardonnez-moi de vous déranger en ce moment, mais il faut que nous parlions. » Sa voix était étrange, tendue. « De quoi voulez-vous parler, monsieur Renaud ?» Il y a eu un silence. Puis, « Venez à mon bureau demain matin, 10 heures, et ne le dites à personne. » Pourquoi ? Un autre silence, plus long. « Parce que c'est dangereux, madame. » J'ai raccroché. J'ai regardé par la fenêtre. La pluie tombait encore. Paris était gris, froid, indifférent. Dangereux. Ce mot tournait dans ma tête comme une toupie. Qu'est-ce qui pouvait être dangereux après la mort de mon mari ? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans le salon, enveloppée dans un châle de laine. À côté de moi, sur la table basse, il y avait une photo de Dimitri et moi, prise à Honfleur, il y a 20 ans. Nous sourions, le vent dans nos cheveux, la mer derrière nous. J'ai touché son visage du bout des doigts. « Qu'est-ce que tu as fait, Dimitri ?» Mais les morts ne répondent jamais. Le lendemain matin, j'ai pris le métro jusqu'au bureau de Monsieur Renaud, un immeuble haussmannien dans le 9e arrondissement. Façade blanche, porte cochère, escalier en marbre. J'ai monté les 3 étages lentement. Mon cœur battait trop vite. Quand je suis arrivée devant la porte, j'ai vu quelque chose qui m'a figé sur place. Un homme en costume sombre, une mallette de cuir vintage à la main, un avocat. Monsieur Renaud est sorti de son bureau. Il m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais. «
de la pitié. « Madame Descamps, entrez, s'il vous plaît. » J'ai franchi le seuil, et à ce moment-là, j'ai compris. Ma vie telle que je la connaissais venait de s'effondrer. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Je suis entré dans ce bureau comme on entre dans une église avant un enterrement. Lentement, le cœur serré, avec cette certitude sourde que quelque chose d'irréversible allait se produire. Monsieur Renaud m'a fait signe de m'asseoir. L'avocat est resté debout, la mallette posée devant lui sur le bureau en acajou. Il ne m'a pas regardé dans les yeux. « Madame Descamps, je vous présente Maître Corbeau. Il a des documents que vous devez voir. Des documents. » Ce mot si banal, si bureaucratique, peut parfois contenir toute la violence du monde. Maître Corbeau a ouvert la mallette. J'ai entendu le claquement des serrures en laiton. Un bruit sec, définitif. « Madame, dit-il d'une voix neutre, votre mari a rédigé un testament 3 jours avant son décès. Un testament que vous ne connaissiez pas. 3 jours avant de mourir. Dimitri savait-il qu'il allait mourir? Avait-il senti quelque chose? Une douleur? Un pressentiment? Ou bien avait-il simplement décidé de tout organiser dans mon dos? Je ne comprends pas, ai-je murmuré. Nous avions déjà un testament. Ensemble. Tout revenait à Frances. Maître Corbeau a hoché la tête. Ce testament-là existe toujours, madame. Mais celui-ci est plus récent. Et en droit français, c'est le dernier testament qui prévaut. Il a posé une chemise cartonnée devant moi. Je vous laisse lire. Prenez votre temps. Monsieur Renaud s'est levé. Il a murmuré quelque chose à l'avocat, puis il est sorti. La porte s'est refermée doucement. Je suis restée seule avec ces papiers, et avec la vérité. Mais avant de vous raconter ce que j'ai lu ce jour-là, laissez-moi vous parler de ce que j'ai perdu. Parce qu'on ne mesure jamais la valeur d'une vie tant qu'elle n'est pas brisée. Dimitri et moi, nous nous étions rencontrés en 1978. J'avais 23 ans, lui, 25. J'étais étudiante en lettres à la Sorbonne. Lui terminait une école de commerce. Nous nous étions croisés dans une librairie du quartier latin, un samedi après-midi de mai. Il cherchait un livre sur le vin. Moi, je feuilletais un recueil de Baudelaire. Il m'avait souri. « Vous aimez la poésie ? Plus que tout au monde. Moi, j'aime le vin. Mais je crois que c'est un peu la même chose. Une question de goût, de patience et de savoir reconnaître ce qui est précieux. Je me souviens avoir ri. C'était une phrase un peu ridicule, avec le recul. Mais à 23 ans, on trouve du génie dans n'importe quelle métaphore. Nous nous sommes revus, encore et encore. Il m'emmenait dans des bistrots où l'on servait des vins que je ne connaissais pas. Je lui lisais des poèmes en marchant le long de la Seine. Nous parlions pendant des heures. De tout, de rien. Il était ambitieux, énergique, charmant. Il voulait réussir, voyager, bâtir quelque chose. Moi, je voulais enseigner, transmettre, partager la beauté des mots. Nous étions différents, mais complémentaires. Du moins, c'est ce que je croyais. Nous nous sommes mariés en 1980, un samedi de juin. Une cérémonie simple, à la mairie du 6e arrondissement. Ma mère pleurait. Son père nous a offert une montre. La fameuse montre de poche en or. Elle appartient à notre famille depuis 1914, avait dit le père de Dimitri en la posant dans la main de son fils. Mon grand-père l'a portée pendant la Grande Guerre. Mon père l'a gardée toute sa vie. Maintenant, elle est à toi. Prends-en soin. Et surtout, reste fidèle à ce qu'elle représente. Dimitri avait hoché gravement la tête. Je te le promets, papa. Cette montre était devenue une sorte de talisman pour nous. Un symbole. Chaque soir, avant de se coucher, Dimitri la posait sur sa table de nuit. Et chaque matin, il la rangeait dans le tiroir, délicatement, comme on range un secret précieux. Un jour, disait-il, je la donnerai à Frances, pour qu'elle sache d'où elle vient. Frances, notre fille unique. Elle est née en 1983, un matin de mars. Une naissance longue, difficile. Mais quand l'infirmière me l'a posée dans les bras, j'ai oublié toute la douleur. Elle avait les yeux de Dimitri, sombres, vifs, curieux. « Comment veux-tu l'appeler » m'avait demandé Dimitri, penché sur nous deux. « Frances, comme Frances Hodgson Burnett, l'auteur du Jardin secret. » Il avait souri. Un prénom littéraire pour la fille d'une professeure de lettres. C'est parfait. Frances a grandi dans cet appartement du Luxembourg. Une enfant douce, rêveuse, intelligente.
Elle dessinait des maisons imaginaires sur des feuilles de papier qu'elle étalait partout dans le salon. À 12 ans, elle m'avait dit « Maman, plus tard, je veux construire des maisons où les gens seront heureux. » Elle est devenue architecte. Elle a réussi. Elle vit à Lyon aujourd'hui, avec un mari qui l'aime et 2 enfants que j'adore. Frances était tout pour moi. Et pour Dimitri aussi. Du moins, c'est ce que je croyais. Les années ont passé. Dimitri a grimpé les échelons dans son entreprise, de commercial junior à directeur des ventes, puis directeur commercial pour toute la France. Il voyageait beaucoup, Bordeaux, Bourgogne, Champagne, des salons professionnels, des dîners d'affaires, des négociations interminables. Je rentre tard ce soir, Ilona. Ne m'attends pas. Combien de fois ai-je entendu cette phrase? 100 fois. 1000 fois. Je ne comptais plus. Je lui faisais confiance. C'est ce qu'on fait, n'est-ce pas, quand on aime quelqu'un? On fait confiance. On croit ce qu'on nous dit. On ne fouille pas dans les poches de veste. On ne vérifie pas les relevés de carte bancaire. On ne demande pas de preuves. Parce que l'amour, c'est justement ça. Croire sans preuve. Mais parfois, la confiance est juste un autre mot pour aveuglement. Dimitri rentrait tard, oui, mais il rentrait toujours. Il m'embrassait sur le front en arrivant. Il demandait des nouvelles de Frances. Il racontait ses journées, les clients difficiles, les contrats signés, les bouteilles dégustées. Il avait toujours une anecdote, un détail amusant, une histoire bien racontée. Dimitri savait parler. C'était son métier, après tout. Convaincre, séduire, vendre. Et moi, comme une idiote, je l'écoutais. Je riais. Je trouvais cela passionnant. Je ne voyais pas que chaque histoire était peut-être un mensonge bien emballé. Il y a eu des signes, bien sûr. Avec le recul, je les vois maintenant. Nets, évidents. Mais sur le moment, je les ai ignorés. Comme cette fois, il y a 8 ans, où j'ai trouvé un reçu de restaurant dans la poche de son manteau. Un dîner pour 2 au Pré-Catelan. 280 €. C'était pourquoi ce dîner? Avais-je demandé, le reçu à la main. Dimitri n'avait même pas scié. Un client important, un importateur japonais. Il fallait le recevoir correctement. Japonais? Mais le reçu indique 2 couverts, pas 3. Oui, nous étions 2. Lui et moi. Son interprète nous a rejoints plus tard, pour le café. Pourquoi? Il m'avait regardé droit dans les yeux. Calme, sincère. J'avais baissé les yeux la première. Pour rien. Excuse-moi. Excuse-moi. Comme si c'était moi qui avais tort de poser la question. Ou encore, cette odeur. Parfois, quand Dimitri rentrait tard, il y avait une odeur sur sa veste. Un parfum féminin. Léger, floral. Tu sens quelque chose de différent? Lui avais-je dit un soir. Ah oui? C'était sûrement Madame Lefebvre, notre responsable marketing. Elle m'a fait la bise en partant. Tu sais comment elle est? Toujours trop de parfum. Je hochai la tête, bien sûr. Madame Lefebvre, une collègue, rien de grave. Et puis, il y avait les téléphones. Dimitri recevait souvent des appels en soirée. Il sortait de la pièce pour répondre. C'est confidentiel, Ilona. Les clients n'aiment pas qu'on parle de leurs affaires devant témoins. Je comprenais. Ou plutôt, je faisais semblant de comprendre. Parce qu'au fond, quelque part dans un recoin de mon esprit, une petite voix chuchotait « Et si ?» mais je la faisais taire. Parce que douter, c'est souffrir. Et j'avais choisi de ne pas souffrir. Les années ont continué à défiler. Frances a quitté la maison pour ses études. Puis elle s'est installée à Lyon. Elle a construit sa vie. Dimitri et moi sommes restés seuls dans l'appartement. C'est étrange, la solitude à 2. On se croise dans les couloirs, on partage les repas, on dort dans le même lit, mais on ne se parle plus vraiment. On se contente de cohabiter. Dimitri partait de plus en plus tôt, rentrait de plus en plus tard. Certains soirs, je me couchais avant qu'il revienne. Je l'entendais tourner la clé dans la serrure vers 23 h. Il marchait sans bruit dans l'appartement. Il rangeait la montre dans le tiroir. Et le lendemain matin, tout recommençait. Mais je ne me suis jamais plainte. Parce que Dimitri était un bon mari, n'est-ce pas? Il ne criait jamais. Il ne buvait pas. Il gagnait bien sa vie. Il m'offrait des fleurs pour mon anniversaire. Il appelait Frances tous les dimanches. Il faisait tout ce qu'un bon mari doit faire. Sauf une chose, m'aimer vraiment. Mais ça, je ne l'ai compris que bien plus tard. Le jour de ses 70 ans, nous avons organisé un dîner chez nous. Frances était venue de Lyon avec son mari et les enfants. Quelques amis proches. Monsieur Renaud aussi était là. Dimitri était heureux. Il racontait des histoires, riait, levait son verre. À un moment, Frances lui a demandé « Papa, tu es heureux ?»
Dimitri la regardait avec tendresse. « Bien sûr, ma chérie. J'ai tout ce qu'un homme peut désirer. Une fille magnifique, une femme merveilleuse, une carrière réussie. Que demander de plus ?» Il s'est tourné vers moi et m'a pris la main. « Merci, Ilona, pour tout. » J'ai souri, j'ai serré sa main, et j'ai cru à ce bonheur. 2 ans plus tard, il est mort. Et 3 jours avant sa mort, il a rédigé un testament secret. Un testament qui allait tout détruire. Je suis revenu à moi dans ce bureau, la chemise cartonnée sous les yeux. J'ai ouvert le document, et j'ai commencé à lire. Les premières lignes étaient classiques, des formules juridiques, froid, impersonnel. Je sous-signais Dimitri Descamps, saint de corps et d'esprit. Puis, j'ai vu un nom que je ne connaissais pas, Sylvie Moreau. Je lègue à mademoiselle Sylvie Moreau, née le 14 avril 1977, résidant à Paris 15e arrondissement, 40% de mes biens mobiliers et immobiliers, en témoignage de ma reconnaissance et de mon affection profonde. 40%. Affection profonde. Sylvie Moreau. Mon sang s'est glacé. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Sylvie Moreau. Ce nom dansait devant mes yeux comme une insulte écrite à l'encre noire. 40% de nos biens. Affection profonde. J'ai relu la phrase. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Comme si les mots allaient changer de sens à force d'être regardés. Mais non. Ils restaient là. Immuables. Définitifs. Ma main tremblait tellement que j'ai dû poser le document sur le bureau pour continuer à lire. À ma fille unique, Frances Descamps, je lègue 60% de mes biens mobiliers et immobiliers, ainsi que la montre de poche en or ayant appartenu à mon grand-père maternel. 60%. Frances aurait dû avoir 100%. Tout, c'était notre fille, notre unique enfant. Et Dimitri lui avait volé 40% de son héritage pour les donner à une inconnue, à une femme dont je ne savais rien. Sylvie Moreau. Qui était-elle? J'ai levé les yeux vers Maître Corbeau. Il me regardait avec cette expression professionnelle que les avocats maîtrisent si bien, un mélange de compassion calculée et de distance légale. « Qui est cette femme ?» ai-je demandé d'une voix que je ne reconnaissais pas. Ma propre voix, blanche, vidée de toute vie. Maître Corbeau a hésité. « Je ne peux pas vous donner d'informations personnelles sur mademoiselle Moreau, madame. Le secret professionnel. Mon mari vient de mourir. » J'ai dit cela calmement, presque froidement. Mon mari vient de mourir, et 3 jours avant sa mort, il a décidé de donner 40% de ce que nous avons construit ensemble pendant 45 ans à une femme que je ne connais pas. Alors, ne me parlez pas de secret professionnel. Dites-moi qui elle est. Il y a eu un silence, puis Maître Corbeau a soupiré. Il a retiré ses lunettes et les a posées sur le bureau. Madame Descamps, mademoiselle Moreau travaillait dans la même entreprise que votre mari. Elle était il a cherché ses mots, sa secrétaire exécutive. Sa secrétaire, bien sûr, évidemment. C'est toujours la secrétaire, n'est-ce pas? Comme dans les romans de gare, comme dans les films américains, comme dans toutes ces histoires banales et sordides qu'on lit dans les magazines People. Le directeur et sa secrétaire, le cliché le plus vieux du monde. Et j'étais devenue l'épouse trompée, la femme aveugle, celle qui n'avait rien vu venir. J'ai fermé les yeux. Depuis combien de temps travaillait-elle avec lui? Maître Corbeau a consulté ses notes. 8 ans d'après ce que je sais. 8 ans. 8 ans. J'ai fait un calcul rapide dans ma tête. Frances avait déjà quitté la maison depuis longtemps. Dimitri était au sommet de sa carrière. Moi, je venais de prendre ma retraite de l'enseignement. 8 ans. Pendant 8 ans, mon mari avait eu une double vie, et je n'avais rien vu. Madame Descamps, a repris doucement Maître Corbeau, je comprends que ce soit un choc. Mais d'un point de vue strictement légal, ce testament est valide. Il a été rédigé devant notaire, signé par 2 témoins, et votre mari était en pleine possession de ses facultés mentales au moment de... Il était mourant. J'avais coupé sa phrase comme on coupe une corde. Pardon? Mon mari. Il était mourant. Il le savait forcément. Personne ne rédige un nouveau testament 3 jours avant de mourir par hasard. Maître Corbeau m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait presque à de la surprise. Vous pensez qu'il savait? J'en suis certaine. Et c'était vrai. Je le sentais au fond de mes os. Dimitri savait qu'il allait mourir. Il avait senti quelque chose, une douleur, un vertige, un signe. Et au lieu de venir me parler, au lieu de passer ses derniers jours avec moi, avec Frances, avec sa famille,
Il était allé voir un notaire pour légaliser sa trahison. Est-ce que je peux contester ce testament? Maître Corbeau a remis ses lunettes. Il a feuilleté quelques pages. C'est possible, madame, mais difficile. Il faudrait prouver soit un vice de consentement, soit une captation d'héritage, soit une captation d'héritage, c'est-à-dire une manipulation exercée sur la personne pour obtenir un legs. Mais dans ce cas précis, il faudrait démontrer que mademoiselle Moreau a exercé une pression psychologique sur votre mari, et elle couchait avec lui. Les mots étaient sortis tout seuls, secs, crus. Maître Corbeau a tout sauté. Madame, je ne peux pas confirmer la nature exacte de leur relation. Vous n'avez pas besoin de confirmer, je le sais. Et c'était vrai. Je le savais. Pas parce que j'avais des preuves, pas parce que quelqu'un me l'avait dit, mais parce que soudain, tout s'éclairait. Les retards, les parfums, les appels téléphoniques en soirée, les voyages d'affaires prolongés, les week-ends soi-disant professionnels. Tout, absolument tout. Monsieur Renaud est revenu dans le bureau à ce moment-là. Il tenait 2 tasses de café fumant. Je me suis permis de vous apporter quelque chose, madame Descamps. Il a posé une tasse devant moi. Je l'ai regardée sans la toucher. Monsieur Renaud, vous la connaissiez. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Il a baissé les yeux. Oui? Depuis combien de temps? Elle a été embauchée il y a 8 ans, comme assistante de direction. Puis elle est devenue la secrétaire personnelle de Dimitri. Et vous saviez qu'ils avaient une liaison. Encore une fois, ce n'était pas une question. Monsieur Renaud a hésité. Puis il a hoché la tête, lentement. Je m'en doutais, oui. Mais je n'avais aucune preuve. Et ce n'était pas mon rôle de me le dire. Madame Descamps, est-ce qu'elle est ici? Ma voix était calme. Trop calme. Qui? Sylvie Moreau. Est-ce qu'elle travaille toujours dans cette entreprise? Est-ce qu'elle est ici, en ce moment, dans ce bâtiment? Monsieur Renaud a pâli. Oui, elle est à son bureau, au 2e étage. J'ai hoché la tête. Je veux la voir. Madame, je ne pense pas que ce soit une bonne. Je veux la voir. Monsieur Renaud et Maître Corbeau ont échangé un regard. Madame Descamps, a dit l'avocat doucement, je vous déconseille vivement de... Je ne vais pas faire de scandale, si c'est ce qui vous inquiète. Je veux juste voir son visage. Comprendre. Comprendre quoi, exactement? Je ne le savais pas moi-même, mais j'avais besoin de la voir, de mettre un visage sur ce nom, sur cette femme qui avait volé 8 ans de la vie de mon mari, et 40% de l'héritage de ma fille. Monsieur Renaud m'a accompagné au 2e étage. Nous avons pris l'ascenseur en silence, un ascenseur ancien avec une grille en fer forgé et un miroir terni. Je me suis vue dedans. Une vieille femme de 70 ans, des cheveux gris coiffés en chignon, un manteau noir, des cernes violettes sous les yeux. J'avais l'air de ce que j'étais, une veuve qui venait d'apprendre que son mariage était un mensonge. Le 2e étage était silencieux, des bureaux cloisonnés en verre, des employés penchés sur leurs ordinateurs, une moquette beige qui étouffait tous les bruits. Monsieur Renaud s'est arrêté devant une porte. C'est là. Il a frappé doucement. Entrez. Une voix de femme, claire, professionnelle. Monsieur Renaud a ouvert la porte, et je l'ai vue. Sylvie Moreau. Elle était assise derrière un bureau en bois clair, cheveux châtains coupés au carré, tailleur gris anthracite, boucles d'oreilles discrètes, maquillage léger. Elle avait 48 ans, d'après le testament, mais elle en paraissait moins. Elle était jolie, pas belle non, pas spectaculaire, mais jolie, soignée, élégante, le genre de femme qu'on ne remarque pas dans la rue, mais qui sait se faire remarquer dans un bureau. Quand elle nous a vus, elle s'est levée. Son visage s'est figé. Monsieur Renaud, puis son regard s'est posé sur moi. Et j'ai vu quelque chose passer dans ses yeux. De la peur, de la culpabilité, du regret. Je ne savais pas. Madame Descamps. Elle connaissait mon nom. Évidemment qu'elle le connaissait. Pendant 8 ans, elle avait couché avec mon mari. Elle avait sûrement entendu mon prénom 1000 fois. Peut-être même qu'il lui parlait de moi, de notre vie, de notre mariage. Peut-être qu'ils riaient ensemble de la vieille épouse naïve qui attendait à la maison. Vous êtes Sylvie Moreau. Elle a hoché la tête, lentement. Oui, vous étiez la secrétaire de mon mari. Oui, vous étiez aussi sa maîtresse. Le mot était sorti. Brutal. Définitif. Sylvie a baissé les yeux. Madame, ne niez pas, s'il vous plaît. Ne me faites pas cet affront.
Elle est restée silencieuse. Monsieur Renaud s'est raclé la gorge. Madame Descamps, je pense que nous devrions... Il vous a laissé 40% de ses biens. J'avais dit cela d'une voix neutre, presque clinique. Sylvie a relevé la tête. Ses yeux étaient rouges. Je ne savais pas, a-t-elle murmuré. Je vous jure que je ne savais pas. Vous ne saviez pas quoi? Qu'il allait mourir? Ou qu'il allait vous coucher sur son testament? Elle a tressailli comme si je l'avais giflé. Les deux. Dimitri ne m'a jamais parlé de testament. Jamais. Et quand il est mort, j'ai été dévastée. Dévastée. Ce mot-là m'a brûlé comme de l'acide. Vous avez été dévastée. J'ai répété ces mots lentement, en les détachant bien. Vous avez été dévastée parce que mon mari, mademoiselle Moreau, celui avec qui j'ai passé 45 ans de ma vie, est mort. Madame Descamps, je sais que vous devez me détester, mais je ne vous déteste pas. Et c'était vrai. Je ne la détestais pas, parce que la haine demande de l'énergie, de la passion, de l'investissement émotionnel, et je n'avais plus rien de tout cela. J'étais juste vide. Depuis combien de temps? Sylvie a hésité. 8 ans. 8 ans. Confirmation. Comment ça a commencé? Madame, je ne pense pas que... Racontez-moi. Ma voix était calme, mais ferme. Sylvie s'est assise. Elle a passé une main tremblante dans ses cheveux. C'était un soir. Il travaillait tard sur un dossier important. Je suis restée pour l'aider. Nous avons commandé à manger. Nous avons parlé. De tout. De rien. Et puis, elle s'est tue. Et puis, vous avez couché ensemble. Elle a hoché la tête. Oui. Et après? Après, ça a continué. Nous nous voyions régulièrement, discrètement. Il ne voulait pas que quiconque sache, surtout pas vous. Parce qu'il m'aimait. J'avais dit cela avec une ironie glaciale. Sylvie a levé les yeux vers moi. Oui, à sa manière. À sa manière. J'ai souri. Un sourire sans joie. C'est pratique, cette expression, n'est-ce pas? On peut tout justifier avec. Il m'aimait à sa manière. Même en me trompant pendant 8 ans. Même en volant l'héritage de sa fille. À sa manière. Sylvie ne répondait plus. Est-ce qu'il vous a dit qu'il allait mourir? Non, jamais. Vous mentez. Je vous jure que non. La dernière fois que je l'ai vue, c'était... Elle s'est interrompue. C'était quand? 4 jours avant sa mort. Nous avons déjeuné ensemble, dans un restaurant près de la Bastille. Il était normal, souriant. Il m'a parlé d'un voyage qu'il voulait organiser, en Toscane, pour mon anniversaire. Un voyage, en Toscane, avec elle. Pendant que moi, je l'attendais à la maison. Est-ce qu'il vous aimait? La question m'avait échappé. Je ne voulais pas la poser. Mais elle était sortie. Sylvie m'a regardée. Ses yeux étaient pleins de larmes maintenant. Je pense que oui. Vous pensez? Oui. Il ne vous l'a jamais dit. Si. Une fois. En 8 ans. Dimitri lui avait dit « Je t'aime » une fois. Et moi, combien de fois me l'avait-il dit? 1000 fois? 10 000 fois? Et combien de fois avait-il menti? Je me suis tournée vers Monsieur Renaud. « Je veux partir. » Il a hoché la tête, soulagé. « Bien sûr, Madame Descamps. » Nous sommes sortis du bureau. Sylvie est restée assise, immobile, les mains posées sur son bureau. Avant de refermer la porte, je me suis retournée. « Mademoiselle Moreau. »« Oui, vous ne garderez pas cet argent. » Elle a pâli. « Bon, madame, je vais contester ce testament. Et je vais gagner. Parce que vous avez manipulé un homme mourant pour obtenir ce que vous vouliez. Et ça, la loi française ne le tolère pas. Je n'ai rien fait. Je vous jure que... Gardez vos serments. » J'ai refermé la porte. Dans l'ascenseur, Monsieur Renaud m'a regardé avec une sorte d'admiration inquiète. « Madame Descamps, vous allez vraiment contester? » « Oui, ce sera long, difficile, coûteux. Je sais. Et vous n'êtes même pas sûr de gagner. Je sais cela aussi. » Il a hésité. « Alors pourquoi ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Parce que ma fille mérite 100% de ce qui lui revient. Parce que cette femme ne mérite rien. Et parce que même mort, Dimitri ne décidera pas de mon silence. » Je suis rentré chez moi en métro. Paris défilait derrière les fenêtres. Gris, froid, indifférent. J'ai repensé à toutes ces années. Aux dîners solitaires. Aux nuits où je m'endormais avant qu'il rentre. Aux matins où il partait avant que je me réveille. Au « je t'aime » murmuré machinalement. Aux baisers sur le front qui ne voulaient plus rien dire. À cette vie que j'avais crue heureuse et qui n'avait été qu'une longue solitude déguisée en mariage.
Quand je suis arrivée à l'appartement, j'ai ouvert la porte de notre chambre. Sur la table de nuit de Dimitri, il y avait le tiroir où il rangeait la montre. Je l'ai ouvert. La montre n'était pas là, évidemment. Elle était au coffre, avec le reste de ses affaires personnelles, en attente de la succession. Cette montre qui devait revenir à Frances. Cette montre symbole de fidélité. Et soudain, j'ai ri. Un rire sec, amer, sans joie. Parce que tout était absurde. Tout. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix en allant la voir. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Les jours suivants ont été étranges. Pas douloureux, non. Pas dramatiques. Juste étranges. Comme si je vivais dans un rêve dont je ne parvenais pas à me réveiller. Je me levais le matin. Je faisais du café. Je regardais par la fenêtre. Je voyais les gens marcher dans la rue, pressés, vivants, normaux. Et moi, j'étais là, figé dans cet appartement qui sentait encore le parfum de Dimitri. Son rasoir était toujours dans la salle de bain. Ses costumes pendaient dans l'armoire. Ses livres sur le vin étaient alignés sur l'étagère du salon. Tout était là, sauf lui, et sauf la vérité. Frances m'a appelé 2 jours après ma visite au bureau de Monsieur Renaud. « Maman, comment tu vas ?» Sa voix était douce, inquiète. « Ça va, ma chérie. Tu es sûre? Tu as une drôle de voix. C'est juste la fatigue. » Mensonge. Je mentais à ma propre fille. Mais comment lui dire la vérité? Comment lui annoncer que son père, l'homme qu'elle avait admiré toute sa vie, l'homme qui l'appelait tous les dimanches, qui venait à Lyon pour ses anniversaires, qui jouait avec ses enfants, comment lui dire que cet homme avait eu une maîtresse pendant 8 ans et qu'il avait volé 40% de son héritage pour la donner à cette femme? Je ne pouvais pas. Pas encore. Maman, tu devrais venir à Lyon quelques jours. Ça te ferait du bien. Les enfants te réclament. Peut-être, oui, bientôt. Bientôt, ça veut dire quand? Je ne sais pas, Frances. J'ai des choses à régler ici. Des papiers administratifs, la succession. Tu sais comment c'est. La succession. Ce mot était devenu un euphémisme pour tout ce que je ne pouvais pas dire. Tu veux que je vienne t'aider? Non, ma chérie. Reste avec ta famille. Je gère. Encore un mensonge. Je ne gérais rien du tout. Je survivais à peine. Le lendemain, j'ai appelé mon propre avocat, Maître Blanchard, un homme de 60 ans que je connaissais depuis longtemps. C'était lui qui avait rédigé notre premier testament, celui où tout revenait à Frances. Ilona, quel plaisir de vous entendre. Toutes mes condoléances pour Dimitri. C'était un homme remarquable. Remarquable. Si seulement il savait. Merci, Pierre. J'ai besoin de vous voir. C'est urgent. Bien sûr. Quand voulez-vous passer? Aujourd'hui, si possible. Il a dû sentir quelque chose dans ma voix parce qu'il a répondu immédiatement. Je vous attends dans 1 heure. Le cabinet de Maître Blanchard se trouvait rue de Rivoli, dans un immeuble ancien avec des boiseries sombres et des tapis persans. Il m'a reçu dans son bureau. Un endroit rassurant, avec des rangées de livres juridiques, une grande table en chêne, et cette odeur de papier et de cuir qui accompagne toujours les lieux de pouvoir discrets. Ilona, asseyez-vous. Que se passe-t-il? J'ai sorti la copie du testament que Maître Corbeau m'avait remise. Lisez. Il a chaussé ses lunettes et a parcouru le document en silence. Je l'ai vu froncer les sourcils, puis serrer la mâchoire, puis relever la tête vers moi. Dimitri a fait ça? 3 jours avant de mourir. Mon Dieu! Il a relu le testament, plus lentement cette fois. Sylvie Moreau. Vous la connaissez? Maintenant, oui. C'était sa maîtresse. Le mot était sorti plus facilement cette fois. Comme si, à force de le répéter, il perdait de son venin. Maître Blanchard a retiré ses lunettes. Ilona, je suis désolé. Vraiment. Je ne veux pas de condoléances, Pierre. Je veux savoir si je peux annuler ce testament. Il a soupiré. C'est compliqué. Compliqué comment? Le testament est valide sur le plan formel. Il a été rédigé devant notaire, signé par 2 témoins, et Dimitri était manifestement capable de discernement au moment de la signature. Mais il était mourant. Vous avez des preuves qu'il le savait? Des examens médicaux? Des courriers? J'ai baissé les yeux. Non. Alors c'est votre parole contre un document légal. Il a marqué une pause. Il y a une autre possibilité. La captation d'héritage. Si vous pouvez prouver que cette femme a exercé une emprise psychologique sur Dimitri, qu'elle l'a manipulé pour obtenir ce legs, comment je prouve ça? Témoignages, courriers, messages, preuve d'une relation déséquilibrée où elle aurait eu de l'ascendant sur lui. Ils ont eu une liaison pendant 8 ans, Pierre. C'est forcément déséquilibré.
Pas nécessairement aux yeux de la loi. Il faudrait démontrer qu'elle a profité de sa vulnérabilité, de sa maladie, si maladie il y avait, de sa faiblesse psychologique. J'ai senti mes épaules s'affaisser. Donc je ne peux rien faire. Je n'ai pas dit ça. Il s'est levé et a marché vers la fenêtre. Nous pouvons contester, engager une procédure, demander une enquête, interroger les témoins qui ont signé le testament, fouiller dans les relevés bancaires de Dimitri pour voir s'il a fait des dons à cette femme avant sa mort, chercher tout ce qui pourrait prouver une manipulation. Combien de temps ça prendra? Des mois, peut-être des années. Et combien ça coûtera? Il m'a regardé avec franchise. Beaucoup. Je suis rentré chez moi avec un poids de plomb dans la poitrine. Des mois, des années. Et au bout du compte, peut-être rien. Peut-être que Sylvie Moreau garderait ses 40%. Peut-être que Frances perdrait une partie de ce qui lui revenait de droit. Peut-être que Dimitri aurait gagné, même mort. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de toute ma vie. J'ai fouillé. J'ai ouvert les tiroirs de Dimitri. J'ai vidé ses poches de veste. J'ai cherché dans ses affaires, ses dossiers, ses carnets. Je cherchais des preuves, des lettres, des messages, des reçus, n'importe quoi qui pourrait m'aider à comprendre. Dans le tiroir de sa table de nuit, j'ai trouvé un vieux carnet en cuir, un agenda personnel, pas celui qu'il utilisait pour le travail. Non, celui-là était intime. Caché sous des piles de mouchoirs et de vieilles factures, je l'ai ouvert avec des mains tremblantes. Les premières pages dataient de 8 ans. Exactement 8 ans. Rencontrer S, aujourd'hui. Elle est différente. S. Sylvie. J'ai tourné les pages. Déjeuner avec S. Elle comprend ce que je vis, ce que je ressens. Ilona ne me voit plus. Ilona ne me voit plus. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. J'ai continué à lire. Avec S, je me sens vivant, comme si j'avais 20 ans. Ilona a encore oublié mon anniversaire. S m'a offert une montre. Une montre. Quelle montre? Pas celle de son grand-père, tout de même? Non, impossible. J'ai tourné d'autres pages, le cœur battant. S veut que je quitte Ilona, mais je ne peux pas faire ça à Frances. Sylvie voulait qu'il me quitte, et il avait refusé. Par amour pour moi? Non, par amour pour Frances, pour ne pas briser l'image que notre fille avait de lui. J'ai continué à lire, page après page, année après année. Et ce que j'ai découvert m'a détruite. Dimitri écrivait tout, ses sentiments, ses doutes, ses mensonges. Ilona m'a demandé où j'étais hier soir. J'ai dit que j'avais un dîner client. En réalité, j'étais avec S à Deauville. Ilona devient vieille. Elle ne fait plus attention à elle. S est tellement plus vivante. Parfois, je me demande si Ilona sait, si elle se doute, mais elle ne dit rien. Peut-être qu'elle préfère ne pas savoir. Cette dernière phrase m'a brisée. Peut-être qu'elle préfère ne pas savoir. Avait-il raison? Est-ce que, quelque part au fond de moi, j'avais su? Est-ce que j'avais choisi de fermer les yeux, de ne pas poser les questions qui fâchent, de rester dans le confort du mensonge? J'ai fermé le carnet. Mes mains tremblaient tellement que je les laissais tomber par terre. Je suis restée assise là, sur le lit de Dimitri, dans cette chambre qui sentait encore lui. Et j'ai pleuré. Pas des larmes de tristesse. Non, des larmes de rage, de honte, de dégoût. Parce que Dimitri avait raison. J'avais préféré ne pas savoir. Pendant des années, j'avais accepté les excuses, les retards, les absences. J'avais accepté d'être mise de côté, d'être la femme qu'on attend à la maison pendant que son mari vit une autre vie ailleurs. J'avais accepté d'être invisible. Et maintenant, il était trop tard pour me révolter, parce qu'il était mort, et que les morts, on ne peut pas les affronter. Le lendemain matin, j'ai rappelé Maître Blanchard. « Pierre, j'ai trouvé quelque chose. » « Quoi donc ? » « Un carnet. Dimitri écrivait dedans. Tout. Sa liaison avec Sylvie, leurs projets, ses mensonges. Il y a eu un silence. C'est une preuve, Ilona. Une preuve importante. Cela démontre la nature de leur relation. Mais est-ce que ça suffit pour annuler le testament? Non, pas à soi seul. Mais c'est un début. Un début. Toujours un début. Jamais une fin. Pierre. Oui? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Toute cette bataille juridique? Tous ces mois de procédure? Pourquoi, au final? Quelques dizaines de milliers d'euros de plus pour Francis. Il a hésité. Ce n'est pas à moi de décider, Ilona. C'est à vous. Mais vous, qu'est-ce que vous feriez? Nouveau silence. Honnêtement, je me battrais. Pas pour l'argent, mais pour le principe.
Parce que ce que Dimitri a fait est injuste. Et que l'injustice, même quand elle vient d'un mort, doit être combattue. J'ai raccroché. J'ai regardé par la fenêtre. Dehors, Paris continuait de vivre, indifférent à ma douleur, indifférent à tout. Et moi, j'étais là, dans cet appartement trop grand, trop vide, trop lourd de souvenirs. Je pouvais me battre, ou je pouvais accepter, me soumettre une dernière fois, laisser Dimitri gagner, laisser Sylvie empocher ses 40%, et tourner la page. Mais quelque chose en moi refusait. Quelque chose de petit, de têtu, de profondément ancré. Une voix qui murmurait « Non, non, je ne me soumettrai pas. Non, je ne laisserai pas cette femme voler ce qui revient à ma fille. Non, je ne laisserai pas Dimitri avoir le dernier mot. » J'ai repris le téléphone. « Pierre, je me bats. Vous êtes sûr ? Certaine. Alors préparez-vous, ça va être difficile. Je sais, et douloureux. Je sais cela aussi. Bien, alors nous commençons demain. » Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans le salon, le carnet de Dimitri sur mes genoux. Je l'ai relu, entièrement, du début à la fin. Chaque mot était un coup de couteau, mais chaque mot était aussi une preuve que mon mariage avait été un mensonge, une preuve que l'homme que j'avais aimé n'existait pas, une preuve que j'avais vécu dans une illusion pendant 45 ans. Mais il y avait quelque chose d'autre dans ce carnet, quelque chose que je n'avais pas remarqué tout de suite, les 3 dernières pages, datées de la semaine avant sa mort. Je ne me sens pas bien, douleur dans la poitrine, essoufflement, mais je ne veux pas inquiéter Ilona. Il savait, mon Dieu, il savait qu'il était malade. Vu le médecin aujourd'hui, il veut faire des examens, parle d'insuffisance cardiaque. Résultat des examens, grave. Le médecin dit que je dois me faire opérer, rapidement, mais je ne veux pas maintenant. J'ai trop de choses à régler, comme organiser son testament secret, comme s'assurer que Sylvie aurait sa part, et puis, la dernière page, écrite 3 jours avant sa mort. Je suis allée voir Maître Corbeau aujourd'hui. J'ai fait un nouveau testament. J'ai donné à S ce qu'elle mérite. 40%. C'est juste. Elle m'a rendu heureux pendant 8 ans. Ilona ne le saura jamais. Mais je le savais maintenant. Je savais tout. J'ai refermé le carnet. J'ai posé ma main dessus comme on pose la main sur une Bible avant de prêter serment. Et j'ai murmuré dans le silence de cette nuit. Je te le promets, Dimitri. Je vais me battre. Et je vais gagner. Pas pour moi, mais pour Frances. Pour la vérité. Pour toutes les femmes qui se sont soumises en silence. Et quand j'aurai gagné, tu ne seras plus qu'un fantôme. Un nom dans une tombe. Plus rien. Le lendemain matin, j'ai appelé Frances. « Maman, tout va bien ?»« Non, ma chérie. Tout ne va pas bien. Il faut que je te parle. Tu me fais peur. Viens à Paris, le plus vite possible. Mais, s'il te plaît, Frances, c'est important. Il y a eu un silence. J'arrive demain. » J'ai raccroché. J'ai regardé une dernière fois le carnet, puis je l'ai rangé dans mon sac. Preuve numéro 1. Le début de ma bataille. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Frances est arrivée le lendemain, en fin d'après-midi. Je l'ai entendu tourner la clé dans la serrure. Son pas familier dans l'entrée. Le bruit de son sac qu'elle pose par terre. « Maman ?» Sa voix était inquiète. Je suis sortie du salon. Quand elle m'a vue, son visage s'est décomposé. « Mon Dieu, maman, tu as une tête épouvantable. »« Merci, ma chérie. » J'ai essayé de sourire, mais ça n'a pas fonctionné. Elle m'a serré dans ses bras, fort, comme quand elle était petite et qu'elle avait peur de l'orage. « Qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi. » Nous nous sommes assises dans le salon. J'ai préparé du thé. Un thé au jasmin qu'elle aimait depuis toujours. Mes mains tremblaient en versant l'eau dans les tasses. Frances m'observait sans rien dire. Puis, finalement, « C'est à propos de papa, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. « Oui. Quoi ? Un problème avec la succession ? On peut dire ça comme ça. » J'ai posé la théière sur la table. J'ai pris une grande inspiration. Et je lui ai tout raconté. Le testament secret. Sylvie Moreau. Les 40%. Les 8 ans de liaison. Le carnet. Les mensonges. Tout. Frances m'a écouté sans m'interrompre. Son visage était devenu blanc. Puis rouge. Puis blanc à nouveau. Ses mains serraient la tasse de thé si fort que j'ai cru qu'elle allait la briser. Quand j'ai eu fini, il y a eu un long silence. Puis elle a murmuré « Papa avait une maîtresse ? Oui. Pendant 8 ans ? Oui.
Et il lui a donné... Elle ne pouvait même pas finir sa phrase. 40% de ses biens. Oui. Frances s'est levée brusquement. Elle a marché jusqu'à la fenêtre. Elle regardait Paris sans le voir. Je ne comprends pas. Sa voix tremblait. Papa nous appelait tous les dimanches. Il venait à Lyon pour nos anniversaires. Il jouait avec les enfants. Il nous racontait des histoires. Il était là. Oui, il était là. Mais pas vraiment. Comment tu peux dire ça? Elle s'est retournée. Ses yeux brillaient de larmes. Maman, papa t'aimait. Il nous aimait. Je sais qu'il t'aimait, ma chérie. Toi, oui, ça, j'en suis certaine. Et toi? J'ai baissé les yeux. Moi, je ne sais plus. Frances est revenue s'asseoir. Elle a pris ma main. Maman, depuis combien de temps tu le savais? Quelques jours. Depuis que Monsieur Renaud m'a convoquée. Et tu n'as rien dit? Tu as porté ça toute seule? Je ne savais pas comment te le dire. Oh, maman! Elle m'a serrée contre elle. Et là, enfin, j'ai pleuré. Pas les larmes de rage que j'avais versées seule la nuit. Non, des larmes de soulagement. Parce que je n'étais plus seule. Parce que Frances était là. Nous sommes restés comme ça longtemps. Puis Frances s'est redressée. Elle s'est essuyée les yeux. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On? Oui, on? Tu crois quand même pas que je vais te laisser affronter ça toute seule? Frances, c'est compliqué. Il y a une procédure judiciaire, des avocats, des... Je m'en fiche. C'est mon héritage. C'est mon père qui a fait ça. Je veux savoir. Je veux comprendre. Et je veux qu'on se batte. J'ai souri. Pour la première fois depuis des jours. Tu es sûre? Certaine. Le lendemain, nous sommes allés ensemble chez Maître Blanchard. Frances avait mis son tailleur professionnel, celui qu'elle porte pour ses rendez-vous importants. Elle voulait que l'avocat la prenne au sérieux. Maître Blanchard nous a reçus avec sa courtoisie habituelle. Madame Descamps, Mademoiselle Descamps, asseyez-vous. Frances est allée droit au but. Maître, ma mère m'a tout expliqué. Je veux contester ce testament. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maître Blanchard a souri légèrement. Vous avez le même tempérament que votre mère. Merci. Alors, il a ouvert un dossier. Nous avons plusieurs angles d'attaque possibles. Premièrement, le vice de consentement. Votre père était malade, gravement malade. Il le savait. Nous avons le carnet qui le prouve. Mais il était lucide, n'est-ce pas? A demandé Frances. Oui, malheureusement, oui. Le carnet montre qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Donc, on ne peut pas plaider l'incapacité mentale. Non. Frances a serré la mâchoire. Deuxième angle, la captation d'héritage. Démontrer que mademoiselle Moreau a exercé une emprise psychologique sur votre père. Ils ont eu une liaison pendant 8 ans. Elle était sa secrétaire. Forcément, il y avait une forme de dépendance affective, oui. Mais légalement, ce n'est pas suffisant. Il faut prouver qu'elle a activement manipulé votre père pour obtenir ce legs. Frances s'est penchée en avant. Qu'est-ce qu'il nous faut exactement? Des témoignages, des preuves de manipulation, des courriers où elle lui demande de l'argent, des menaces, des chantages. Et si on n'a rien de tout ça? Maître Blanchard a soupiré. Alors c'est plus compliqué. Frances m'a regardé. Le carnet, maman, il y a peut-être quelque chose dedans. J'ai sorti le carnet de mon sac. Je l'ai posé sur le bureau. Je l'ai lu plusieurs fois. Il y a beaucoup de choses. Mais je n'ai rien vu qui ressemble à du chantage. Maître Blanchard a feuilleté le carnet attentivement, page après page. Nous attendions en silence. Finalement, il s'est arrêté sur une page. Là, regardez. Il nous a montré une entrée datée de 2 ans auparavant. S a encore parlé d'argent aujourd'hui. Elle dit qu'elle en a besoin pour aider sa mère. Maladie grave, frais médicaux. Je lui ai donné 15 000 €. Frances a écarquillé les yeux. 15 000 €? Continuons. Maître Blanchard a tourné les pages. Là. 6 mois plus tard, S m'a demandé de l'aider à acheter un appartement. Elle dit qu'elle ne peut plus vivre en location. Je lui ai prêté 50 000 €. 50 000 €. Frances était devenue pâle. Et là, 1 an avant le décès, S veut que je divorce d'Ilona. Elle dit qu'on pourrait vivre ensemble. Mais je ne peux pas. Frances ne me le pardonnerait jamais. Frances a pris le carnet. Elle a relu les passages. Il lui a donné de l'argent. Beaucoup d'argent. Oui. Et elle voulait qu'il divorce de maman. Oui, ça, c'est de la manipulation, non? Maître Blanchard a hoché la tête. Ça peut être interprété comme tel, mais nous devons vérifier si ces sommes ont vraiment été versées. Comment? Relevés bancaires. Nous avons passé les 2 jours suivants à éplucher les relevés bancaires de Dimitri.
Frances s'était installée chez moi. Elle avait appelé son mari pour lui expliquer qu'elle restait quelques jours de plus. Nous avions étalé tous les documents dans le salon. Années de relevés. Centaines de pages. Là, disait Frances, le 15 mars 2022, virement de 15 000 €. Bénéficiaire, S. Moreau. J'ai noté. Continue. Septembre 2022, 50 000 €. Même bénéficiaire. Autre chose? Attends. Oui. Décembre 2023, 10 000 €. Et là, février 2024, 20 000 €. Frances a levé les yeux vers moi. Maman, il lui a donné au moins 95 000 € en 2 ans. 95 000 €. Mais ce n'est pas tout. Frances a sorti d'autres relevés. Regarde, restaurant, hôtel, voyage. Tout est payé par papa, toujours pour 2 personnes. Elle a pointé du doigt. Deauville, week-end du 14 février 2023. Hôtel Normandie, 1 200 €. La Saint-Valentin, ai-je murmuré. Oui, il m'avait dit qu'il avait un salon professionnel. Frances a serré les dents. Regarde encore. Juin 2023, Toscane, 5 jours, hôtel à Florence, 3 000 €. Il m'avait dit qu'il accompagnait un client italien. Maman, je sais. Nous avons continué à fouiller. Et plus nous cherchions, plus nous trouvions. Des cadeaux, des bijoux, des vêtements. Une note de chez Cartier, 4 000 €. Une montre, a dit Frances. Il lui a acheté une montre chez Cartier. La montre, celle dont il parlait dans le carnet, celle que Sylvie lui avait offerte. Non, celle qu'il s'était offerte à lui-même et qu'il avait fait graver au nom de Sylvie. Francis, je crois que ton père n'a pas seulement trompé notre famille. Il a volé notre argent. Francis a levé les yeux vers moi. Notre argent? Oui. Nous étions mariés sous le régime de la communauté de biens. Tout ce qu'il gagnait nous appartenait à tous les deux. Donc, quand il donnait de l'argent à Sylvie, il utilisait mon argent aussi, sans me demander mon avis. Frances est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit « On va la détruire ». Le lendemain, nous sommes retournés chez Maître Blanchard avec tous les relevés. Il les a examinés minutieusement. C'est excellent, vraiment excellent. Pourquoi? A demandé Frances. Parce que cela démontre un schéma de demande répétée, de dons importants. Et surtout, il a pointé une ligne. Regardez la date du dernier virement. Nous avons regardé. 5 jours avant la mort de Dimitri. 30 000 €. Versés à Sylvie Moreau. 5 jours avant de mourir, votre père lui a donné 30 000 €. 2 jours plus tard, il rédige un testament secret où il lui donne 40% de ses biens. Frances a compris immédiatement. Ça ressemble à un paiement. Exactement. Comme si elle avait exigé quelque chose en échange. Maître Blanchard a hoché la tête. C'est notre angle d'attaque. Nous allons démontrer qu'il y a eu captation d'héritage, que mademoiselle Moreau a profité de la maladie de votre père pour obtenir des sommes d'argent importantes, et finalement, une part de l'héritage. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ai-je demandé. Nous déposons une requête au tribunal de grande instance. Nous demandons l'annulation du testament pour captation d'héritage. Et ensuite, il y aura une enquête, des auditions, des expertises. Cela peut prendre plusieurs mois. Frances a serré ma main. On s'en fiche, on a le temps. Mais nous n'avions pas le temps. Parce que 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel. De Maître Corbeau, l'avocat de Sylvie. Madame Descamps, je vous appelle pour vous informer que ma cliente, mademoiselle Moreau, souhaite vous rencontrer. Me rencontrer? Pourquoi? Elle aimerait discuter. Trouver un arrangement à l'amiable. Un arrangement? Oui, elle est consciente que la situation est délicate et elle souhaite éviter une bataille judiciaire. J'ai ri, un rire sec. Dites à votre cliente que je n'ai aucune envie de la voir. Madame Descamps, je vous en prie, écoutez-la au moins. Cela pourrait vous éviter des mois de procédure. Maître Corbeau, avec tout le respect que je vous dois, votre cliente a volé mon mari pendant 8 ans. Elle a volé notre argent et maintenant, elle veut voler l'héritage de ma fille. Alors non, je ne la verrai pas. Madame, au revoir, maître. J'ai raccroché. Frances était dans la cuisine. Elle avait tout entendu. Tu as bien fait, maman. Tu crois? Oui. Cette femme n'a aucun honneur. Pourquoi est-ce qu'on devrait négocier avec elle? Peut-être parce qu'elle a peur. Frances m'a regardé. Peur? Oui. Son avocat ne l'aurait pas appelée si elle ne se sentait pas menacée.
Elle sait qu'on a trouvé quelque chose. Les relevés bancaires. Exactement. Frances a souri. Un sourire dur. Tant mieux. Qu'elle ait peur. Mais cette nuit-là, seule dans ma chambre, je n'arrivais pas à dormir. Je pensais à Sylvie, à cette femme que je ne connaissais pas vraiment. Que savais-je d'elle, au fond? Qu'elle avait 48 ans, qu'elle était secrétaire, qu'elle avait été la maîtresse de mon mari. Mais qui était-elle vraiment? Pourquoi avait-elle accepté cette relation? Par amour? Par intérêt? Ou par solitude? J'ai pensé à toutes ces femmes, les maîtresses, les autres, celles qu'on juge, qu'on condamne, qu'on déteste. Mais que savons-nous d'elles? De leurs histoires, de leurs blessures? Sylvie avait peut-être été amoureuse de Dimitri, vraiment amoureuse. Elle l'avait attendu pendant 8 ans, dans l'ombre, en secret, sans jamais pouvoir le présenter à sa famille, sans jamais pouvoir passer Noël avec lui, sans jamais être reconnue. C'était une forme de prison aussi, non? Mais ensuite, je pensais à Frances, à ma fille qui avait grandi en admirant son père, à ma fille qui venait de découvrir que son héros avait des pieds d'argile, et ma compassion pour Sylvie s'évaporait, parce que Frances n'avait rien demandé. Frances était innocente, et elle allait payer pour les mensonges de son père. Non, je ne pouvais pas laisser faire ça. Je devais me battre, pas pour moi, mais pour elle, pour ma fille, pour toutes les Frances du monde qui hérinent des erreurs de leurs parents. Le lendemain matin, Maître Blanchard nous a appelés. « Madame Descamps, j'ai une nouvelle. Bonne ou mauvaise? » Les deux. Dites toujours. La bonne nouvelle, j'ai déposé la requête hier. Le tribunal a accepté d'ouvrir une enquête. Et la mauvaise? L'avocat de mademoiselle Moreau a déposé une contre-requête. Une contre-requête? Pourquoi? Harcèlement moral. J'ai failli lâcher le téléphone. Pardon? Mademoiselle Moreau affirme que vous l'avez menacée lors de votre visite à son bureau, qu'elle se sent en danger. Elle demande une ordonnance de protection. J'ai regardé Frances. Elle était devenue blanche. Maître, je ne l'ai jamais menacée. Je vous crois, Madame Descamps. Mais elle a un témoin. Qui? Monsieur Renaud. Il était présent lors de votre échange. Monsieur Renaud, le chef de Dimitri, celui qui m'avait appelé, celui qui m'avait fait entrer dans ce cauchemar. Il témoignait contre moi. Qu'est-ce qu'on fait? A demandé Frances. Maître Blanchard a soupiré. Nous nous défendons. Nous prouvons que vous n'avez jamais menacé personne. Et nous continuons notre propre enquête. Maître? Oui? Est-ce qu'on peut gagner? Il y a eu un long silence. Honnêtement, Madame Descamps? Je ne sais pas. Cette femme se bat. Elle a de bons avocats. Et elle sait manipuler le système. J'ai raccroché. Frances m'a prise dans ses bras. Maman, on va y arriver. Je te le promets. Tu crois? J'en suis certaine. Parce que nous, on a la vérité. La vérité. Ce mot si beau, si fragile. Mais est-ce que la vérité suffit toujours à gagner? Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? L'audience préliminaire a eu lieu 3 semaines plus tard, un mardi matin de décembre. Froid, gris. Frances et moi sommes arrivés au tribunal ensemble. Maître Blanchard nous attendait sur les marches. Restez calme, ne répondez que si le juge vous interroge directement. Et surtout, ne vous laissez pas provoquer. Par qui? Ai-je demandé. Par elle. J'ai compris qu'il parlait de Sylvie. La salle d'audience était petite, austère. Des murs beiges, des néons qui bourdonnaient, une odeur de vieux papier et de café froid. Nous nous sommes assises d'un côté. Maître Blanchard à ma gauche, Frances à ma droite. De l'autre côté, il y avait Maître Corbeau. Et à côté de lui, Sylvie Moreau. C'était la première fois que je la revoyais depuis notre confrontation dans son bureau. Elle portait un tailleur bleu marine, sobre, élégant. Ses cheveux étaient attachés en chignon. Elle n'avait presque pas de maquillage. Elle avait l'air d'une victime. Et peut-être qu'elle l'était. Mais pas de la manière dont elle voulait le faire croire. Le juge est entré. Une femme d'une 60aine d'années, lunettes carrées, visage sévère. Affaire Descamps contre Moreau. Asseyez-vous. Nous nous sommes tous assis. Le juge a feuilleté le dossier. Madame Descamps, vous contestez le testament de votre défunt mari au motif de captation d'héritage. C'est bien cela? Oui, Madame la juge. Et vous, Mademoiselle Moreau, vous avez déposé une plainte pour harcèlement moral à l'encontre de Madame Descamps. Sylvie a hoché la tête. Oui, Madame la juge. Bien. Commençons par le testament. Maître Blanchard, exposez les faits. Maître Blanchard s'est levé. Il a présenté les preuves calmement, méthodiquement. Le carnet de Dimitri. Les relevés bancaires.
Les 95 000 € versés en 2 ans. Le dernier virement de 30 000 €, 5 jours avant sa mort. Madame la juge, ces éléments démontrent un schéma clair de manipulation financière et émotionnelle. Monsieur Descamps était gravement malade. Il le savait. Et mademoiselle Moreau a profité de cette vulnérabilité pour obtenir des sommes importantes, puis finalement une part substantielle de l'héritage. Le juge a regardé Sylvie. « Mademoiselle Moreau, qu'avez-vous à répondre ?» Sylvie s'est levée. Sa voix tremblait légèrement. « Madame la juge, Dimitri et moi avons eu une relation pendant 8 ans, une vraie relation, basée sur l'amour, le respect, la confiance. Il m'a aidé financièrement parce qu'il le voulait. Jamais je ne lui ai rien demandé. Les relevés bancaires montrent pourtant des virements réguliers, parce qu'il voulait m'aider. Ma mère était malade. J'avais des difficultés financières. Il a été généreux. Et le testament? Je ne savais même pas qu'il existait. Quand Maître Corbeau m'a contacté après sa mort, j'ai été choquée. Le juge a regardé Maître Blanchard. « Avez-vous des preuves que mademoiselle Moreau a demandé ces sommes? Des courriers? Des messages ?»« Non, madame la juge. Mais le carnet de monsieur Descamps, le carnet reflète sa vision personnelle, pas nécessairement la réalité. » Mon cœur s'est serré. Le juge a fermé le dossier. « Madame Descamps, je comprends votre douleur, mais en l'absence de preuves formelles de manipulation, je ne peux pas annuler ce testament. Votre mari était lucide. Il a agi de son plein gré. Mais madame la juge, cependant, le juge a levé la main. Je vais ordonner une expertise psychologique posthume. Un expert analysera le carnet, les relevés, et déterminera si monsieur Descamps était sous emprise au moment de rédiger ce testament. Nous nous reverrons dans 3 mois. 3 mois. 3 mois de plus dans ce cauchemar. Après l'audience, Francis et moi sommes sortis du tribunal en silence. Dehors, il pleuvait. Une pluie fine, froide, qui s'infiltrait partout. « Maman, ne dis rien, ma chérie. Pas maintenant. » Nous avons marché jusqu'à un café. Nous nous sommes assises près de la fenêtre. Francis a commandé 2 thés. Nous n'avons pas parlé pendant longtemps. Puis, finalement, Francis a dit « Elle a menti. » Qui? Sylvie. Devant le juge. Elle a dit qu'elle n'avait rien demandé. Mais c'est faux. Comment tu le sais? Le carnet, maman. Papa a écrit noir sur blanc que Sylvie lui demandait de l'argent. Oui, mais le juge a raison. C'est sa version à lui. Pas une preuve. Francis a serré les poings. Alors on fait quoi? On abandonne? Non, on attend l'expertise. Et si l'expert dit qu'il n'y avait pas d'emprise? Je n'ai pas répondu, parce que je ne voulais pas penser à cette possibilité. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Je repensais à tout. À Dimitri, à Sylvie, à ces 8 années de mensonges. Et surtout, je repensais à moi, à cette femme que j'avais été, aveugle, soumise, résignée. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. J'ai appelé Maître Blanchard. « Pierre, je veux enquêter sur Sylvie Moreau. » Enquêter? Comment? Je veux savoir qui elle est, vraiment. D'où elle vient, si elle a déjà fait ça avant. Ilona, ce n'est pas une bonne idée. Si elle l'apprend, elle pourra utiliser ça contre vous. Je m'en fiche, je veux la vérité. Toute la vérité. Il y a eu un silence. Bien, je vais engager un détective privé. Le détective s'appelait Monsieur Garnier. Un homme d'une 50aine d'années, discret, efficace. Il m'a rencontré dans un café près de chez moi. « Madame Descamps, qu'est-ce que vous voulez savoir exactement ?» Tout. Sa vie, son passé, ses relations. Si elle a déjà manipulé d'autres hommes pour de l'argent. Il a hoché la tête. Ça va prendre du temps. J'ai 3 mois. C'est suffisant? Ça devrait. 2 semaines plus tard, Monsieur Garnier m'a rappelé. « Madame Descamps, j'ai trouvé quelque chose. » Mon cœur s'est accéléré. « Quoi? Sylvie Moreau a été mariée il y a 15 ans? » Mariée? Oui. Avec un homme de 20 ans, son aîné. Un chef d'entreprise. Ils ont divorcé au bout de 3 ans. Pourquoi? D'après les documents du divorce, elle a reçu une pension alimentaire importante et une partie de la maison. Elle a fait la même chose. On dirait, oui, il y a autre chose, Madame Descamps. Quoi? Sa mère, celle dont elle disait qu'elle était malade. Oui, elle est morte il y a 10 ans. Le silence. Vous êtes sûr? Certain. J'ai le certificat de décès. Sylvie avait menti. Sa mère n'était pas malade. Elle était morte depuis 10 ans. Les 15 000 € que Dimitri lui avait donnés pour aider sa mère, c'était un mensonge. Tout était un mensonge. J'ai appelé Frances immédiatement. « Frances, on la tient. »« Quoi?
Qu'est-ce que tu as trouvé? Je lui ai tout raconté. Le mariage, le divorce, la mère morte. Mon Dieu, maman, elle est une escroc. Oui, et maintenant, on a les preuves. Nous avons rapporté ces informations à Maître Blanchard. Il a souri. Pour la première fois depuis le début de cette affaire. C'est excellent, vraiment excellent. Qu'est-ce qu'on fait? On présente tout ça à l'expert et au juge. Cela démontre un schéma récurrent de manipulation financière. Mais le lendemain, j'ai reçu un appel de Maître Corbeau. Madame Descamps, ma cliente souhaite vous rencontrer, en privé. Je vous ai déjà dit que, s'il vous plaît, écoutez-la. Elle a quelque chose à vous dire, quelque chose d'important. J'ai hésité. Quoi? Elle vous le dira elle-même. J'ai accepté. Contre l'avis de Francis, contre l'avis de Maître Blanchard. Mais j'avais besoin de la voir, de l'entendre, de comprendre. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café discret, loin du tribunal, loin des avocats. Sylvie était déjà là quand je suis arrivée. Elle avait l'air fatiguée, vieillie. Madame Descamps, merci d'être venue. Je me suis assise en face d'elle. Qu'est-ce que vous voulez? Vous parlez, vraiment, sans avocat, sans mensonge. Vous mentez depuis le début. Elle a baissé les yeux. Je sais, votre mère n'était pas malade. Elle a tressailli. Comment? Peu importe. Elle est morte il y a 10 ans. Dimitri vous a donné 15 000 € pour rien. Sylvie a fermé les yeux. Oui. Pourquoi? Parce que j'avais besoin d'argent. Et que Dimitri, il voulait m'aider. Vous l'avez manipulé. Oui. J'ai été surprise par sa franchise soudaine. Pourquoi vous me dites ça maintenant? Elle a levé les yeux vers moi. Ils étaient rouges. Parce que je suis fatiguée. Fatiguée de mentir. Fatiguée de me battre. Fatiguée de tout ça. Alors, abandonner. Renoncer au testament. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qui me reste de lui. Elle a sorti un mouchoir. Elle s'est essuyé les yeux. Madame Descamps, je sais ce que vous pensez de moi. Que je suis une voleuse. Une profiteuse. Une femme sans honneur. Oh, c'est exact. Peut-être. Mais j'ai aimé Dimitri. Vraiment. Alors pourquoi vous lui avez menti? Parce que l'amour ne suffit pas toujours à payer les factures. Nous sommes restés silencieuses un moment. Puis j'ai dit, vous ne garderez pas cet argent. Je sais. Alors pourquoi continuer à vous battre? Elle a souri tristement. Par fierté peut-être. Ou par désespoir. Je ne sais plus. Je me suis levée. Au revoir, mademoiselle Moreau. Madame Descamps. Oui, je suis désolée. Pour tout. Moi aussi. Et je suis partie. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. L'expertise psychologique est arrivée 6 semaines plus tard. Un rapport de 43 pages. Dense, technique, implacable. Maître Blanchard me l'a envoyé par courrier recommandé. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. Francis était à côté de moi. Alors, qu'est-ce qu'il dit? J'ai parcouru les premières pages. Du jargon médical. Des analyses comportementales. Des références juridiques. Puis, page 27, j'ai trouvé la conclusion. Après analyse approfondie du carnet personnel de M. Dimitri Descamps, des relevés bancaires et des témoignages recueillis, il apparaît que le défunt présentait des signes de dépendance affective caractérisés vis-à-vis de mademoiselle Sylvie Moreau. Cette dépendance, exacerbée par sa maladie cardiaque non traitée et par l'isolement émotionnel qu'il ressentait dans son mariage, a créé une vulnérabilité psychologique exploitable. Les demandes financières répétées de mademoiselle Moreau, bien que non formellement documentées comme contraintes directes, s'inscrivent dans un schéma cohérent de manipulation affective. Cependant, il n'existe pas de preuves suffisantes pour conclure à une captation d'héritage au sens strict du Code civil. Monsieur Descamps était lucide et capable de discernement au moment de la rédaction du testament contesté. J'ai laissé tomber le rapport. Frances l'a ramassé. Elle a lu la conclusion. Ils disent que papa était manipulé, mais que ce n'est pas suffisant pour annuler le testament? C'est exactement ça. Mais c'est absurde. C'est la loi. Frances s'est levée. Elle a commencé à marcher dans le salon, nerveuse, furieuse. Donc elle gagne? Après tout ce qu'on a découvert? Après tous les mensonges? Elle gagne quand même? Pas encore. Quoi? Le rapport dit aussi autre chose. J'ai repris le document. Page 32. Écoute. Il est recommandé au tribunal de considérer une réduction de la part léguée à mademoiselle Moreau, compte tenu des circonstances moralement contestables ayant entouré la relation. Frances a froncé les sourcils. Une réduction?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de 40%, elle pourrait n'obtenir que 20%, ou 15, ou 10. Mais elle obtiendrait quand même quelque chose. Oui. Frances s'est rassise. Elle avait l'air dévastée. Maman, est-ce qu'on a perdu? J'ai regardé ma fille. Cette femme forte, intelligente, courageuse, qui s'était battue à mes côtés pendant des mois. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti quelque chose en moi se briser. Je ne sais pas, ma chérie. Je ne sais plus. L'audience finale a eu lieu 3 semaines plus tard. Mars. Un matin gris et froid. La même salle d'audience, la même juge, les mêmes avocats. Mais quelque chose avait changé. Dans le regard de Sylvie, dans ma propre posture. Nous étions toutes les deux épuisées. La juge a lu l'expertise à voix haute, puis elle a levé les yeux. Mademoiselle Moreau, Madame Descamps, j'ai étudié ce dossier avec attention. Silence. La loi est claire. Le testament de Monsieur Descamps est valide sur le plan formel. Cependant, les circonstances morales sont, elles, profondément troublantes. Sylvie a baissé la tête. Mademoiselle Moreau, vous avez menti à Monsieur Descamps concernant la santé de votre mère. Vous avez reçu des sommes importantes sous de faux prétextes. Vous avez profité de sa vulnérabilité émotionnelle. Madame la juge, je n'ai pas terminé. La juge a refermé le dossier. Après délibération, je réduis la part qui vous est léguée de 40% à 10% des biens de Monsieur Descamps. Le reste reviendra à sa fille, Mademoiselle Frances Descamps. 10%. Frances m'a serré la main. Sylvie, de l'autre côté, est restée immobile. De plus, continua la juge, vous devrez restituer les sommes obtenues frauduleusement, soit les 15 000 € versés sous prétexte de soins médicaux pour votre mère. Maître Corbeau s'est levé. Madame la juge, ma cliente conteste. Maître, la décision est prise. Vous pouvez faire appel si vous le souhaitez, mais je doute que cela change quoi que ce soit. L'audience s'est terminée. Nous sommes sortis du tribunal en silence. Dehors, il pleuvait encore. Toujours. Frances m'a regardé. On a gagné. Oui. Pourquoi tu n'as pas l'air heureuse? Parce que même en gagnant, on a tout perdu. Ce soir-là, Frances est repartie à Lyon. Elle devait retrouver sa famille, ses enfants, sa vie. Avant de partir, elle m'a serré fort dans ses bras. « Maman, je suis fière de toi. Tu t'es battue. Nous nous sommes battus. Oui, ensemble. » Elle a hésité. « Est-ce que ça va aller? » « Oui, ma chérie. »« Tu en es sûre? » ?»« Non, mais ça ira quand même. » Après son départ, je suis restée seule dans l'appartement. Cet appartement qui avait été notre maison pendant 45 ans. J'ai marché dans les pièces. La cuisine où je préparais nos repas, le salon où nous regardions la télévision, la chambre où nous dormions. Tout était là. Les meubles, les livres, les photos, mais tout était vide. Je me suis assise dans le fauteuil de Dimitri. Celui où il s'installait chaque soir pour lire ses revues sur le vin. J'ai fermé les yeux. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai essayé de me souvenir du bon, des premiers jours, du jeune homme souriant dans la librairie, des promenades le long de la Seine, des promesses murmurées. Mais je n'arrivais pas. Tous ces souvenirs étaient décontaminés maintenant, par le mensonge, par la trahison, par Sylvie. 2 jours plus tard, j'ai reçu une lettre, une enveloppe blanche, sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une seule feuille, une écriture féminine, élégante. Madame Descamps, je ne m'attends pas à votre pardon. Je ne le mérite pas. Je voulais simplement vous dire que vous aviez raison. Surtout, j'ai manipulé Dimitri. J'ai profité de lui. J'ai menti. Mais il y a une chose que je n'ai pas inventée. Je l'ai aimé. Peut-être que cet amour était égoïste, imparfait, destructeur, mais il était réel. Dimitri était un homme compliqué, généreux et lâche, aimant et distant. Il voulait tout sans renoncer à rien. Et moi, j'ai accepté les miettes qu'il me donnait parce que je pensais que c'était mieux que rien. Je me trompais. Vous avez gagné devant le tribunal. Mais la vérité, Madame Descamps, c'est que nous avons toutes les deux perdu. Vous avez perdu l'homme que vous pensiez connaître. Et moi, j'ai perdu l'homme que j'aimais sans jamais vraiment l'avoir. Je quitte Paris. Je recommence ailleurs, loin de tout ça. Je vous souhaite de trouver la paix. Sylvie Moreau. J'ai relu la lettre 3 fois. Puis je l'ai pliée soigneusement et je l'ai rangée dans le tiroir de ma table de nuit, à côté du carnet de Dimitri. 2 versions d'une même histoire, 2 mensonges différents. Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai ouvert l'armoire de Dimitri.
Ses costumes étaient toujours là, suspendus, nets, comme s'il allait revenir les chercher. J'ai passé ma main sur les tissus, puis j'ai commencé à les retirer, un par un. Je les ai pliés, mis dans des cartons, ses chemises, ses cravates, ses chaussures, tout. Au fond de l'armoire, j'ai trouvé une petite boîte en velours. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait la montre. La vieille montre de poche en or de son grand-père. Celle qui devait revenir à Francis. Celle qui symbolisait la fidélité. Je l'ai prise dans ma main. Elle était lourde, froide. Le mécanisme fonctionnait encore. Tic-tac, tic-tac. Le temps qui passe, le temps qui ne revient jamais. J'ai mis la montre dans mon sac. Demain, j'irai à Lyon. Je la donnerai à Francis, comme Dimitri l'avait promis. Parce que malgré tout, malgré les mensonges, malgré la trahison, Francis était innocente, et elle méritait ce qui lui revenait. Je suis arrivée à Lyon un jeudi matin. Francis m'attendait à la gare. Quand elle m'a vu descendre du train, elle a couru vers moi. « Maman !» Elle m'a serrée dans ses bras comme si elle ne m'avait pas vue depuis des années. « Tu m'as manqué. Toi aussi, ma chérie. » Nous avons roulé jusqu'à sa maison en silence. Un silence confortable, complice. Francis habitait dans un quartier calme, avec des arbres et des jardins. Une jolie maison en pierre avec des volets bleus. Quand nous sommes entrés, les enfants ont crié. « Mamie !» Léa et Thomas, 7 et 9 ans, mes petits-enfants. Ils se sont jetés sur moi. J'ai ri. Pour la première fois depuis si longtemps. Ce soir-là, après le dîner, après que les enfants soient couchés, Frances et moi nous sommes assises dans le jardin. Le ciel était clair. On voyait les étoiles. « Maman, tu as l'air différente. » « Différente comment ? Plus légère. Comme si tu avais déposé un poids. » J'ai souri. C'est exactement ça. J'ai sorti la petite boîte en velours de mon sac. « Francis, j'ai quelque chose pour toi. » Elle a ouvert la boîte. Quand elle a vu la montre, ses yeux se sont remplis de larmes. La montre de papa, de son grand-père, celle qu'il voulait te donner. Elle a pris la montre délicatement. Elle l'a tournée dans ses mains. « Maman, je ne sais pas si je peux l'accepter. Après tout ce qu'il a fait, Francis, écoute-moi. Je lui ai pris la main. Cette montre ne représente plus ton père. Elle représente ta famille, ton arrière-arrière-grand-père qui l'a porté pendant la guerre. Ton arrière-grand-père qui l'a gardé toute sa vie. C'est ton histoire, pas celle de Dimitri. » Francis a hoché la tête lentement. « Tu as raison. Un jour, tu la donneras à Thomas ou à Léa, et tu leur raconteras d'où elle vient. Mais tu ne leur raconteras pas les mensonges. Tu leur raconteras la vérité. » Quelle vérité ? Que les familles sont imparfaites, que les gens font des erreurs, mais que l'amour, le vrai, survit à tout. Francis a fermé les yeux. Une larme a coulé sur sa joue. « Maman, est-ce que tu vas me pardonner ?»« Te pardonner quoi ? De ne pas avoir vu, de ne pas avoir compris que papa te faisait souffrir. Francis, j'aurais dû remarquer, j'aurais dû poser des questions, j'aurais dû... » Stop. J'ai essuyé sa larme avec mon pouce. Tu n'as rien à te reprocher. Tu étais une fille aimante. C'est tout ce que tu devais être. Le reste, c'était entre ton père et moi. Mais, pas de mais, tu n'es pas responsable des choix de ton père, et je ne veux pas que tu portes cette culpabilité. Nous sommes restés là, dans le jardin, sous les étoiles. Francis a remis la montre dans la boîte. Merci maman, pour tout, pour t'être battue, pour avoir eu le courage que je n'aurais jamais eu. Tu te trompes, tu as été courageuse, tu m'as soutenue, tu as fouillé avec moi, tu as affronté la vérité, parce que tu m'as montré comment. Le lendemain, Francis est parti travailler. Les enfants étaient à l'école. Je suis restée seule dans la maison. J'ai marché dans les pièces, regardé les photos accrochées au mur. Francis enfant, Francis étudiante, Francis mariée, Francis mère. Toute une vie que j'avais vue se construire. Et moi, qu'avais-je construit ? Je me suis assise à la table de la cuisine. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert mes contacts. Et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai supprimé le numéro de Dimitri. C'était un geste simple, banal, mais il signifiait tout. Pendant 45 ans, ce numéro avait été dans mon téléphone. Pendant 45 ans, je l'avais appelé, il m'avait appelé. « Tu rentres ce soir ? Ne m'attends pas. Je t'aime. Moi aussi. » Tant de conversations, tant de mots. Combien étaient en vrai ? Combien étaient faux ? Je ne le saurais jamais. En supprimant ce numéro, j'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine, comme si j'enlevais enfin un poids invisible. Dimitri était mort, mais maintenant, vraiment, il disparaissait.
L'après-midi, j'ai reçu un appel de Maître Blanchard. Ilona, j'ai une nouvelle. Bonne ou mauvaise? Bonne, je pense. Sylvie Moreau a renoncé à faire appel. J'ai fermé les yeux. Elle accepte les 10%? Oui, et elle a déjà remboursé les 15 000 €. Quand? Ce matin. Virement bancaire. Tout est réglé. C'était fini. Vraiment fini. Pierre, merci. Pour tout. C'est moi qui vous remercie, Ilona. Vous m'avez rappelé pourquoi j'ai choisi ce métier. Pourquoi? Parce que parfois, la justice existe vraiment. J'ai raccroché. Je suis sortie dans le jardin. Le soleil brillait. Les oiseaux chantaient. Et pour la première fois depuis la mort de Dimitri, j'ai senti quelque chose d'étrange. De la paix. Pas du bonheur, non. Pas de la joie. Mais de la paix. Ce soir-là, Frances m'a demandé « Maman, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?»« Comment ça? Avec ta vie, avec l'appartement, avec tout. » J'ai réfléchi. Je ne sais pas encore. Tu veux rester à Paris? Je ne pense pas. Cet appartement, il est rempli de fantômes. Tu pourrais venir vivre ici, avec nous. J'ai souri. C'est gentil, ma chérie, mais j'ai besoin de construire quelque chose pour moi. Pas pour Dimitri, pas pour toi, pour moi. Gay, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que pendant 45 ans, j'ai vécu pour lui, pour notre couple, pour notre famille. Maintenant, j'ai 70 ans, et je ne sais même plus qui je suis. Francis a hoché la tête. Alors, trouve-toi, maman. Je suis rentrée à Paris 3 jours plus tard. L'appartement était exactement comme je l'avais laissé, mais il me semblait différent, plus petit, plus sombre, étouffant. J'ai pris une décision. J'ai appelé une agence immobilière. Je veux vendre mon appartement. Bien, madame. Quand souhaitez-vous commencer les visites? Le plus vite possible. En 1 mois, l'appartement était vendu. À un jeune couple, avec un bébé. Ils étaient heureux, amoureux, pleins d'espoir. Exactement comme Dimitri et moi l'avions été, il y a si longtemps. Je leur ai souhaité bonne chance. Et j'ai emménagé dans un petit studio près du jardin des plantes. 2 pièces, lumineuses, simples, vides de souvenirs. J'ai donné presque tous les meubles. J'ai gardé mes livres, mes photos de Frances et des enfants, et le carnet de Dimitri. Pas pour le relire, mais pour me rappeler. Me rappeler que les mensonges finissent toujours par éclater. Me rappeler que la vérité fait mal, mais qu'elle libère aussi. Un matin, j'ai reçu une lettre. De Sylvie. Une dernière. Madame Descamps, je suis à Marseille maintenant, loin de Paris, loin de tout. J'ai trouvé un travail modeste. Je recommence. Je voulais vous dire que vous aviez raison. Je ne méritais pas cet argent. Je ne méritais pas Dimitri. Mais surtout, je voulais vous remercier. Vous m'avez obligé à me regarder en face, à voir ce que j'étais devenue. Une femme qui prenait sans donner, qui mentait sans réfléchir, qui vivait dans l'ombre d'un homme marié. Je ne veux plus être cette femme. Je ne sais pas si je réussirai, mais j'essaie. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Vous le méritez infiniment plus que moi. Sylvie. J'ai plié la lettre. Je l'ai mise avec l'autre. Et j'ai fermé le tiroir. Ce soir-là, je me suis assise près de la fenêtre de mon nouveau studio. Dehors, Paris vivait, indifférent, magnifique. J'ai pensé à Dimitri, à Sylvie, à Francis, à moi. Et j'ai compris quelque chose. Le pardon n'est pas pour les autres. Il est pour soi. Je ne pardonnerai jamais à Dimitri ce qu'il a fait. Mais je me pardonne à moi-même de ne pas avoir vu, de ne pas avoir agi, d'avoir choisi le confort du mensonge plutôt que la douleur de la vérité. Maintenant, je suis seule, vraiment seule. Mais pour la première fois de ma vie, je suis libre. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? 6 mois ont passé. 6 mois depuis le jugement. 6 mois depuis la vente de l'appartement. 6 mois depuis que j'avais commencé cette nouvelle vie. Je m'étais inscrite à un club de lecture près du jardin des plantes. J'avais recommencé à enseigner, bénévolement, dans une association qui aide les adultes à apprendre à lire. Je marchais tous les matins dans le jardin. Je prenais mon café dans le même petit bistrot. Je lisais, je respirais, je vivais, simplement, sans Dimitri, sans fantôme. Un mardi après-midi, j'ai reçu un appel, un numéro inconnu. Madame Descamps? Une voix d'homme, formelle, professionnelle. Oui? Ici Maître Durand, avocat à Marseille. Je vous appelle au sujet de mademoiselle Sylvie Moreau. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Que se passe-t-il? Mademoiselle Moreau a été hospitalisée il y a 3 semaines. Elle a fait une dépression sévère. J'ai fermé les yeux. Elle va bien? Physiquement, oui.
Mentalement, c'est plus compliqué. Il a marqué une pause. Elle m'a demandé de vous contacter. Elle voulait que vous sachiez quelque chose. Quoi? Que tout s'est effondré pour elle. Son travail, sa santé, ses économies. Elle a tout perdu. Après avoir raccroché, je suis restée assise longtemps. Sylvie avait tout perdu. Je devrais me sentir vengée, non? Satisfaite, victorieuse. Mais je ne ressentais rien de tout cela. Juste de la tristesse. Une tristesse immense pour 2 vies gâchées. La sienne et celle que j'avais crue mienne. 3 jours plus tard, j'ai reçu un message. De Frances. Maman, il faut que je te raconte quelque chose d'étrange. Elle m'a appelée dans la soirée. Quoi, ma chérie? Tu te souviens de Monsieur Renaud, le patron de papa? Bien sûr, celui qui a témoigné contre moi. Oui? Eh bien, j'ai appris qu'il avait été licencié. Licencié? Pourquoi? Détournement de fonds. Apparemment, il utilisait l'argent de l'entreprise pour ses dépenses personnelles depuis des années. Une enquête interne a tout révélé. Monsieur Renaud, l'homme qui m'avait appelé après la mort de Dimitri, l'homme qui m'avait amené dans ce bureau, l'homme qui avait témoigné en faveur de Sylvie. Il avait tout perdu aussi. Frances, tu crois au karma? Elle a ri doucement. Je ne sais pas, maman. Mais parfois, on dirait bien que la vie a sa propre justice. Quelques semaines plus tard, je lisais le Figaro dans mon bistrot habituel. En tournant les pages, je suis tombée sur un petit article en bas de page. Scandale dans le monde du vin. Une ancienne secrétaire accusée de chantage. Marseille. Sylvie Moreau, 48 ans, ancienne employée d'une entreprise parisienne d'importation de vin, a été mise en examen pour tentative de chantage envers son ancien employeur. Selon les sources judiciaires, Madame Moreau aurait menacé de révéler des informations confidentielles sur l'entreprise si celle-ci ne lui versait pas une indemnité substantielle. L'affaire est en cours d'instruction. J'ai reposé le journal. Sylvie avait recommencé. Encore. Elle n'avait rien appris, rien compris. Elle continuait à manipuler, à mentir, à prendre. Mais cette fois, elle avait été prise. Et elle paierait. Ce soir-là, j'ai appelé Maître Blanchard. « Pierre, vous avez vu l'article ?»« Oui, je l'ai vu. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ?»« Pour vous ? Rien. L'affaire est close. Mais pour elle, si elle est condamnée, elle devra peut-être rembourser les 10% qu'elle a reçus. »« Comment ça ? » ?»« Parce qu'une condamnation pour chantage prouverait un schéma récurrent de manipulation. Le tribunal pourrait rouvrir le dossier et annuler complètement le legs. » 2 mois plus tard, Sylvie a été condamnée. 6 mois de prison avec sursis, une amende de 30 000 € et obligation de restituer les 10% hérités de Dimitri. Frances m'a appelé immédiatement. « Maman, tu as vu? Elle doit tout rembourser ?»« Oui, on a gagné, complètement. »« Oui. » Il y a eu un silence. « Maman, pourquoi tu n'as pas l'air heureuse? Comment lui expliquer? Comment lui dire que la justice, même quand elle triomphe, ne répare rien? Que l'argent récupéré ne ramènerait pas les années perdues? Que Sylvie détruite ne ressusciterait pas le Dimitri que j'avais cru connaître? Frances, ma chérie, je suis soulagée, mais pas heureuse, parce que tout cela n'aurait jamais dû arriver. Je sais, maman, Sylvie a payé, Monsieur Renaud a payé. Mais moi aussi j'ai payé. Nous avons toutes payé. 1 mois plus tard, j'ai reçu une dernière lettre, de Sylvie, écrite depuis la prison, pendant sa courte détention avant le sursis. Madame Descamps, vous aviez raison. Surtout, je suis une menteuse. Une manipulatrice, une femme sans honneur. J'ai détruit ma propre vie en essayant de voler celle des autres. Dimitri, vous, Frances, et maintenant, moi-même. Je suis seule, sans argent, sans travail, sans avenir. Et vous savez quoi? Je le mérite. Pendant des années, j'ai cru que je pouvais prendre ce que je voulais sans conséquence, que je pouvais mentir, manipuler, utiliser les autres. Mais la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. J'ai donné du mensonge. Elle m'a rendu la solitude. J'ai donné de la manipulation. Elle m'a rendu le mépris. J'ai donné de la trahison. Elle m'a rendu l'abandon. Vous m'aviez dit que je ne garderais pas cet argent. Vous aviez raison. Vous m'aviez dit que je paierais. Vous aviez raison. La seule chose que vous ne saviez pas, c'est que la vraie punition n'est pas la prison. C'est le miroir. Chaque matin, je me réveille et je vois ce que je suis devenue. Et c'est insupportable. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je vous demande juste de savoir que vous avez eu raison de vous battre, et que moi, j'ai eu tort. Surtout, Sylvie. J'ai plié la lettre lentement. Je l'ai regardée longtemps. Puis,
Je l'ai déchirée, en petits morceaux, et je les ai jetés, parce que cette histoire n'était plus la mienne. Sylvie était en train de payer le prix de ses choix. Monsieur Renaud aussi. Et Dimitri, même mort, payait aussi. Son nom était devenu synonyme de mensonge dans notre famille. Francis ne parlait plus jamais de lui devant ses enfants. Sa mémoire s'effaçait doucement, comme une photo exposée trop longtemps au soleil. Mais moi, j'avais choisi de vivre, pas de me venger, pas de haïr, pas de ressasser. Juste de vivre. Un soir, je suis allée dîner chez Francis. Les enfants ont couru vers moi. « Mamie, mamie !» Nous avons mangé tous ensemble, ri, raconté des histoires. À un moment, Thomas, mon petit-fils de 9 ans, m'a demandé « Mamie, pourquoi tu n'as pas de photo de papy à la maison ?» Frances a pâli. Elle allait intervenir, mais je l'ai arrêtée d'un geste. Parce que mon chéri, j'ai décidé de garder les souvenirs heureux dans mon cœur, pas sur les murs. « Mais tu l'aimais, papy ?» J'ai souri. « Oui, je l'ai aimé, beaucoup. Mais parfois, aimer quelqu'un ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que l'amour doit être vrai, des deux côtés. Sinon, ce n'est qu'une illusion. » Thomas a hoché la tête, même s'il ne comprenait pas vraiment. Un jour, il comprendrait. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai traversé le jardin des plantes. Il faisait nuit. Les lumières de la ville scintillaient au loin. Je me suis arrêtée près d'un banc. J'ai regardé le ciel étoilé. Et j'ai pensé à cette phrase que j'avais lue quelque part, il y a longtemps. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Dimitri avait donné du mensonge. La vie lui avait rendu l'oubli. Sylvie avait donné de la manipulation. La vie lui avait rendu la solitude. Monsieur Renaud avait donné de la malhonnêteté. La vie lui avait rendu la ruine. Et moi, qu'avais-je donné ? J'avais donné de l'aveuglement, de la soumission, du silence. Et la vie m'avait rendu, quoi ? La douleur d'abord, le choc de la vérité, la honte d'avoir été trompée. Mais ensuite, elle m'avait rendu la lucidité, la force, la liberté. Je me suis assise sur le banc. J'ai fermé les yeux, et pour la première fois depuis la mort de Dimitri, j'ai senti quelque chose d'étrange, de la gratitude. Pas de la gratitude pour ce qu'il avait fait, mais de la gratitude pour ce que j'étais devenue. Une femme qui s'était battue, une femme qui avait refusé de se soumettre. Une femme qui avait choisi la vérité, même quand elle faisait mal. Dimitri m'avait trahi, mais en me trahissant, il m'avait aussi libérée. De lui, de nos mensonges, de cette vie que je n'avais jamais vraiment choisie. La justice karmique n'est pas une vengeance divine. C'est juste la vie qui fait son travail. Chacun récolte ce qu'il sème. Dimitri a semé le mensonge. Il a récolté l'oubli. Sylvie a semé la manipulation. Elle a récolté la ruine. Et moi, j'avais semé le courage. Je récoltais la paix. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. 1 an a passé depuis le jugement. 1 an depuis que j'ai quitté cet appartement plein de fantômes. 1 an depuis que j'ai commencé à vivre pour moi. Aujourd'hui, j'ai 71 ans. Je vis seul dans mon petit studio près du jardin des plantes. J'enseigne 3 fois par semaine dans l'association d'alphabétisation. Je fais partie d'un club de lecture où nous discutons Proust, Duras, Ernaud. Je marche tous les matins. Je prends mon café au même bistrot. Je lis sur un banc sous les arbres. Ma vie est simple, calme, paisible. Et pour la première fois depuis 45 ans, elle m'appartient. Frances vient me voir 1 fois par mois. Parfois, elle amène les enfants. Nous nous promenons, nous parlons, nous rions. Nous ne parlons jamais de Dimitri. Pas parce que c'est interdit, mais parce qu'il n'a plus d'importance. Il est devenu ce qu'il aurait toujours dû être, un souvenir parmi d'autres, ni héros, ni monstre, juste un homme, imparfait, lâche, ordinaire. Il y a quelques semaines, Frances m'a dit quelque chose d'étrange. « Maman, je crois que cette histoire m'a appris quelque chose. » « Quoi donc ? » ?»« Que je ne veux jamais devenir comme papa. » J'ai souri. « Tu ne le deviendras pas. » »« Comment tu peux en être si sûr ? Parce que toi, tu as vu ce que le mensonge fait. Tu as vu la douleur qu'il cause. Et tu as choisi la vérité. » Elle m'a serré dans ses bras. « Merci, maman. Pour tout. Pourquoi ? Pour m'avoir montré qu'on peut survivre à l'impensable. Et même en ressortir plus forte. Ce matin, je me suis réveillée avec une pensée étrange. Et si tout cela avait un sens ? Et si cette douleur, cette trahison, cette bataille, et si tout cela avait été nécessaire, pas parce que je le méritais, mais parce que j'en avais besoin.
besoin de me réveiller, besoin de voir la vérité, besoin de comprendre que j'avais passé 45 ans à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Dimitri ne m'a pas brisé. Il m'a révélé. En me trahissant, il m'a forcé à ouvrir les yeux, à arrêter de me soumettre, à arrêter d'accepter les miettes, à exiger ce que je méritais, le respect, la vérité, la dignité. Aujourd'hui, je suis assise dans mon petit studio. Devant moi, il y a une tasse de thé fumant, un livre ouvert, la lumière douce du matin, et je me sens complète, pas heureuse au sens où on l'entend d'habitude, mais en paix, profondément, totalement, en paix. Je repense à toutes ces femmes, celles qui se taisent, qui acceptent, qui regardent ailleurs, celles qui savent, mais qui préfèrent ne pas savoir, celles qui se soumettent parce qu'elles ont peur de perdre. Je veux leur dire quelque chose. Je veux leur dire, vous ne perdez rien en choisissant la vérité. Vous gagnez tout, votre dignité, votre liberté, votre vie. Oui, la vérité fait mal. Oui, elle détruit parfois ce qu'on croyait solide. Mais elle construit aussi. Elle construit la femme que vous étiez censée être, la femme que vous n'avez jamais eu le courage d'être. Moi, j'ai été Ilona la soumise pendant 45 ans. Ilona qui attendait, qui se taisait, qui acceptait. Aujourd'hui, je suis Ilona la libre, celle qui a choisi de se battre, celle qui a refusé le silence, celle qui a exigé justice. Et vous savez quoi? Je ne regrette rien. Pas la bataille juridique, pas la douleur, pas même la découverte de la vérité. Parce que tout cela m'a mené ici, à cette vie simple, calme, paisible, à cette liberté que je n'aurais jamais connue si Dimitri n'était pas mort, si je n'avais pas ouvert cette enveloppe, si je n'avais pas vu ce testament. Parfois, les pires moments de notre vie sont aussi les plus libérateurs. Il y a quelques jours, j'ai croisé une femme dans le métro. Elle pleurait, discrètement, en regardant son téléphone. Je me suis assise à côté d'elle. « Ça va aller, vous savez ?» Elle m'a regardée, surprise. « Pardon? Ce que vous vivez, ça va aller. Vous ne savez même pas ce qui m'arrive. Non, mais je sais que vous êtes en train de pleurer dans le métro. Et que vous essayez de le cacher. Ça veut dire que vous avez mal, mais que vous êtes encore debout. » Elle a souri à travers ses larmes. « C'est mon mari. Il m'a trompée. Pendant des années. Je viens de le découvrir. Mon cœur s'est serré. Je sais ce que vous ressentez. » « Vraiment? » ?»« Oui, mon mari aussi. 8 ans de liaison, je l'ai découvert après sa mort. » Elle m'a regardé, les yeux écarquillés. « Et vous avez survécu? » ?»« Oui, et vous aussi, vous survivrez. » Nous avons parlé jusqu'à ce qu'elle descende à sa station. Avant de partir, elle m'a dit « Merci, vous m'avez donné de l'espoir. » Non, vous aviez déjà cet espoir en vous. Je vous ai juste rappelé qu'il était là. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai compris quelque chose. Mon histoire n'était pas juste la mienne. C'était celle de milliers de femmes, celles qui se font trahir, manipuler, oublier, et qui choisissent quand même de se relever. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, si elle aide ne serait-ce qu'une femme à refuser le mensonge, si elle aide ne serait-ce qu'une femme à choisir sa dignité plutôt que son confort, alors tout cela aura eu un sens. Je regarde par la fenêtre. Paris brille sous le soleil de fin d'après-midi. Les gens marchent, courent, vivent, et moi aussi, je vis. Enfin, vraiment. Dimitri est mort depuis 1 an et demi maintenant. Sylvie a disparu. Je ne sais pas où elle est. Je ne veux pas le savoir. Monsieur Renaud a été condamné. Il a tout perdu. Frances a hérité de ce qui lui revenait. Elle est heureuse. Et moi, j'ai hérité de quelque chose de bien plus précieux que l'argent. J'ai hérité de moi-même, de ma force, de ma lucidité, de ma liberté. Hier, j'ai pris la montre de poche en or, celle que j'avais donnée à Frances. Elle me l'a rendue. « Maman, je veux que tu la gardes, juste pour un moment. » Pourquoi? Parce que tu lui as donné un nouveau sens. Ce n'est plus le symbole de la fidélité mensongère de papa. C'est le symbole de ton courage. J'ai pris la montre. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, Frances avait fait graver quelque chose. À Ilona, qui a choisi la vérité, qui a refusé le silence, qui a transformé la douleur en sagesse. J'ai pleuré. Pas de tristesse, mais de gratitude. Pour ma fille, pour ma vie, pour cette femme que j'étais devenue. Aujourd'hui, je pose cette montre sur ma table de nuit. Chaque soir, avant de dormir, je la regarde et je me rappelle.
Je me rappelle que le temps passe, que rien n'est éternel, que les mensonges finissent par éclater. Mais je me rappelle aussi que la vérité, même douloureuse, est toujours libératrice. Si vous m'écoutez aujourd'hui, si vous vivez quelque chose de similaire, si vous savez, au fond de vous, qu'on vous ment, si vous sentez qu'on vous trahit, qu'on vous manipule, qu'on vous oublie, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de chercher la vérité. N'ayez pas peur de vous battre. N'ayez pas peur de perdre ce qui, de toute façon, n'était qu'une illusion. Parce que de l'autre côté de cette douleur, il y a vous, la vraie vous, celle que vous étiez censé être, libre, digne, debout. Je m'appelle Ilona Descamps. J'ai 71 ans. J'ai été trompée pendant 8 ans par l'homme que j'aimais. J'ai découvert sa trahison après sa mort. Je me suis battue. J'ai gagné. J'ai perdu. J'ai survécu. Et aujourd'hui, je vis. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est celui-ci. Ne laissez personne voler votre vie. Ni votre mari, ni votre famille, ni vos peurs. Votre vie vous appartient. Alors vivez-la, pleinement, dignement, librement. Parce que la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Et si vous donnez du courage, elle vous rendra la paix. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.